C'est donc un peu porté par ces images que je vais commencer cette lecture. Bonjour à tous. Il s'agit donc d'extraits plus ou moins longs des discours de Nelson Mandela. Le 20 avril 1964, au procès de Rivonia, depuis près de 2 ans, Nelson Mandela est en prison, condamné pour avoir incité des gens à se mettre en grève pour protester contre les politiques de ségrégation raciale. Mais le 20 avril 1964, Nelson Mandela répond cette fois de chef d'accusations plus graves: sabotage, haute trahison et complot. Aux côtés de 19 dirigeants de l'ANC, le leader du parti politique est le premier à prendre la parole dans le tribunal de Pretoria. Dans un discours de près de 30 minutes, il raconte à l'Assemblée la genèse et les motivations de son engagement politique, esquissant les prémices de la future nation arc-en-ciel. La souffrance des Africains, ce n'est pas seulement qu'ils sont pauvres et que les Blancs sont riches, mais bien que les lois qui sont faites par les Blancs tendent à perpétuer cette situation. Par-dessus tout, nous voulons des droits politiques égaux, car, en leur absence, notre handicap sera permanent. Je sais que cela paraît révolutionnaire aux Blancs de ce pays, car la majorité des électeurs seront africains, ce qui fait que les hommes blancs craignent la démocratie. Mais cette peur ne doit pas se placer au travers de la voie de la seule solution qui garantira l'harmonie raciale et la liberté pour tous. Ce n'est pas vrai que le droit de vote pour tous se traduira par une domination raciale. Le clivage politique fondé sur la couleur de peau est totalement artificiel. Et quand il disparaîtra, dans un même mouvement, la domination d'un groupe de couleurs sur un autre sera éliminée. Au cours de ma vie, je me suis consacrée à cette lutte des peuples africains. J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle tout le monde vivrait ensemble, en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et que j'espère accomplir. Mais, si nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. « 13 février 1990, la libération. La foule attend, impatiente, les premiers mots du plus vieux prisonnier politique du monde, qui a quitté 2 jours plus tôt la prison Victor Verster de Paarl. Depuis le balcon de l'hôtel de ville du Cap, Nelson Mandela rompt un silence de 27 années. Dans une adresse formulée à la première personne, il remercie tour à tour toutes les composantes de la société sud-africaine, celle-là même qu'il lui faudra réussir à réunifier pour obtenir la paix du pays, encore régie par les lois de l'apartheid. Je suis ici devant vous, non pas comme un prophète, mais comme un humble serviteur. C'est grâce à vos sacrifices inlassables et héroïques que je suis ici, aujourd'hui. Je mets donc les dernières années de ma vie entre vos mains. Aujourd'hui, la majorité des Sud-Africains, noirs comme blancs, reconnaissent que l'apartheid n'a aucun avenir. Ce système doit être aboli d'un commun accord afin de reconstruire la paix et la liberté. La situation qui nous avait poussés à prendre les armes existe toujours aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autre choix que de continuer. Notre lutte a atteint un moment décisif. Nous appelons notre peuple à saisir cette opportunité afin que nous puissions accéder rapidement à la démocratie. Nous avons attendu trop longtemps notre liberté. Nous ne pouvons plus attendre davantage. C'est le moment d'intensifier notre combat sur tous les fronts. Relâcher nos efforts à présent serait une erreur que les générations qui nous suivront ne nous pardonneraient pas.
la vision de la liberté qui pointe à l'horizon devrait tous nous encourager à redoubler nos efforts. Notre marche vers la liberté est irréversible. Nous ne pouvons pas laisser la peur l'emporter. Le suffrage universel dans une Afrique du Sud démocratique, unie et non raciale est notre seule voie vers la paix et l'harmonie entre les peuples. Sous les applaudissements de la foule, Nelson Mandela conclura son discours en citant les derniers mots de sa plaidoirie de 1964. Ils sont toujours aussi vrais aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque, martèle l'homme, se disant de nouveau prêt à mourir pour cet idéal. Le 8 juin 1990, Nelson Mandela est invité à la 77e conférence internationale du travail. Allocution de M. Nelson Mandela, vice-président du Congrès national africain, aux délégués de l'Organisation internationale du travail, lors de la 77e session de la Conférence internationale du travail. Genève, Suisse, le 8 juin 1990. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs les délégués et observateurs, Mesdames, Messieurs. C'est un très grand honneur pour nous que de prendre la parole en cette auguste instance qui est l'une des institutions les plus représentatives au sein du système des Nations Unies. Nous vous remercions du fond du cœur de l'invitation que vous nous avez adressée, invitation qui, je crois, a été inspirée par l'engagement que vous avez pris concernant la lutte contre le système inique de l'apartheid. Nous vous apportons les salutations du comité exécutif national de notre organisation, le Congrès national africain. Notre président, le camarade Oliver Tambo, nos membres, le mouvement démocratique de masse de notre pays et l'ensemble de notre peuple attendent avec intérêt, comme par le passé, les résultats de vos discussions, car nous sommes convaincus que vous prendrez de nouvelles mesures qui nous aideront à aller de l'avant rapidement vers notre émancipation. Toutefois, en premier lieu, nous devons vous remercier vivement, tous, pour la lutte que vous menez depuis de longues années pour la libération de tous les prisonniers politiques en Afrique du Sud. C'est grâce à ces efforts que je suis en mesure de prendre aujourd'hui la parole devant vous. Ce sera grâce à vos efforts que les prisonniers politiques encore détenus seront relâchés, je l'espère, dans un proche avenir. Permettez-moi de vous assurer qu'en dépit de l'épaisseur des murs des prisons, nous tous, à l'île Robben et dans d'autres prisons, nous avons pu entendre votre voix qui réclamait notre libération. Nous l'entendions très clairement. Nous en avons tiré notre inspiration et nous savions, dès le premier jour de notre incarcération, qu'en fin de compte, il serait impossible pour le système d'apartheid de nous maintenir dans ces prisons. Nous vous remercions d'avoir refusé de nous oublier. Nous vous remercions de ne pas vous être lassés dans vos efforts et dans votre lutte. Nous vous remercions de votre sentiment d'humanité et de votre attachement à la cause de la justice qui vous a fait vous révolter contre le principe même de notre emprisonnement et de l'esclavage de notre peuple. Il me semble évident aujourd'hui que le chemin à parcourir pour obtenir la libération de notre peuple n'est plus très long. Les masses de notre peuple sont certaines que la victoire est proche. Notre propre libération de prison est un signe que très bientôt, le peuple se libérera lui-même de cette prison beaucoup plus vaste qu'est le système de l'apartheid. En effet, les temps ont changé. Je me rappelle fort bien l'attitude lorsqu'ils ont pris le pouvoir, il y a quelques 42 ans, convaincus
qu'ils étaient les élus de Dieu. Ils ont perpétré leurs crimes à l'encontre de l'humanité avec une détermination, une brutalité et une assurance sans pareil. Ils sont allés de l'avant, vers leur but, écrasant tout sur leur passage, toujours prêts à présenter leurs actes criminels en mots éloquents, les décrivant comme un modèle de comportement civilisé. En fin de compte, bien entendu, ils sont devenus eux-mêmes les esclaves de la déesse de la violence et de la guerre, et même en massacrant, ils trouvaient les mots pour justifier leurs actes. Et ils ont pris des mesures pour punir même les morts, car ces morts avaient enfreint leur loi criminelle. Nul ne sait combien sont morts qui devraient être vivants aujourd'hui. Nul ne sait combien d'enfants sont morts au cours des 40 dernières années, simplement parce que le système de l'apartheid leur a refusé la nourriture et les soins de santé. Nul ne sait combien de corps se trouvent enfouis en Afrique australe, victimes d'une campagne sans pitié de répression, en Afrique du Sud et en Namibie, d'agression et de déstabilisation dans le reste de la région. À l'heure actuelle, ceux qui nous ont imposé leur gouvernement doivent reconnaître que leur grand dessein a échoué. Ils disent eux-mêmes que la domination de la minorité blanche doit prendre fin. L'apartheid ne peut plus subsister. Ceux qui étaient emprisonnés ont dû être relâchés. Ceux qui ont dû s'exiler reviendront sur la terre de leur naissance. Ceux qui ont été condamnés à une situation d'esclavage redeviendront maîtres de leur destin. La tragédie, c'est que ceux qui ont été assassinés par le système d'apartheid ne peuvent pas ressusciter. À l'heure actuelle, nous parlons avec espoir des perspectives de mettre fin au système d'apartheid. Cela représente un hommage pour les millions de morts de notre peuple qui ont refusé de s'incliner devant la tyrannie, qui ont refusé de craindre la mort, qui ont refusé d'être réduits en esclavage. C'est grâce à leur courage et à leur héroïsme que le système d'apartheid ne peut plus durer. C'est également grâce au courage et à l'héroïsme des peuples d'Afrique australe dans leur ensemble. L'histoire se souviendra qu'il y a très peu d'autres situations que l'humanité dans son ensemble est condamnée autant que le crime de l'apartheid, qui est un crime contre l'humanité. Les mesures que la communauté internationale a prises pour exprimer sa condamnation de ce crime s'inscrivent dans la lutte qui nous a amenés à ce moment d'espoir et de confiance aujourd'hui. Alors, où en sommes-nous ? La situation semble indiquer qu'il serait possible pour notre peuple, par l'entremise de ses représentants politiques, d'engager des négociations pour transformer l'Afrique du Sud en un pays uni, démocratique et non racial. Mais pour que ceci arrive, un climat propice aux négociations doit être créé. Comme vous le savez, à l'initiative du Congrès national africain, nous avons rencontré le président de Klerk et ses collègues au Cap, au début du mois dernier. Le but de cette réunion était d'aborder la question des obstacles qui freinaient le processus de négociation. À la fin de la réunion, nous avons été heureux d'annoncer qu'un accord avait été conclu sur l'élimination de tous les obstacles que nous avions pu identifier. Nous sommes encouragés de constater que le président de Klerk a annoncé hier la levée de l'état d'urgence dans la plus grande partie du pays, ainsi que la libération d'un autre groupe de prisonniers politiques. Ces mesures représentent une partie du processus de mise en application de l'accord conclu il y a un mois. Bien entendu, il faudra faire davantage pour assurer la pleine application de cet accord. Mais nous sommes persuadés que ceci sera fait de toute urgence. Une fois écartés les obstacles à la négociation,
il devrait être possible d'unir tous les représentants des forces politiques du pays pour s'accorder sur toutes les mesures voulues pour élaborer et adopter une constitution démocratique. Dans cette perspective vient en premier lieu le principe de chacun sa voix sur une liste électorale unique et non raciale. C'est le fondement même de tout régime démocratique. Nous savons bien que bon nombre de nos compatriotes blancs redoutent le changement, mais nous savons aussi qu'aucune solution permanente, juste et stable ne serait possible si ce nouveau régime devait confirmer les Blancs d'Afrique du Sud dans leurs privilèges, juste parce que certains ont peur de les perdre. Notre politique est claire. Elle veut que tous les citoyens d'Afrique du Sud gardent droit à leur langue, à leur culture et à leur religion. Nous sommes de même résolus à faire garantir dans notre nouvelle Constitution une déclaration des droits qui aura valeur juridique et au respect de laquelle veillera une justice indépendante. Il est également évident qu'il faudra prendre des mesures rigoureuses pour assurer que chacun reçoive sa part des fruits de notre économie nationale. Nous ne voulons certes appauvrir personne, mais il faudra bien nous attaquer aux problèmes de ceux qui n'ont rien et de toute notre énergie. Nous avons essayé de vous exprimer très brièvement les objectifs de la lutte que nous menons pour notre pays. Pour ce qui est de notre régime économique et politique, nous n'avons parlé que de l'avenir. Mais aujourd'hui, la réalité est que l'apartheid est encore en place dans ses grandes lignes. Nous sommes toujours dirigés par un gouvernement blanc minoritaire. Des millions de personnes restent confinées dans les Bantoustans. En d'autres temps, rien n'a vraiment changé. Et la lutte doit continuer. Lorsque nous aurons balayé ces restes cruels d'un passé inhumain, le moment sera venu d'aborder la reconstruction de notre pays et de notre région pour faire face aux soins matériels et spirituels de toutes nos populations. Il y a déjà de longues années, l'Assemblée générale des Nations unies décidait qu'elle avait une responsabilité spéciale envers les populations d'Afrique du Sud. Elle avait en effet reconnu l'exceptionnelle forme qu'avait prise le racisme dans notre pays. En prenant cette responsabilité particulière, elle indiquait qu'il fallait d'abord éliminer cet arrogant système d'apartheid et de suprématie raciale avant d'abolir le racisme dans le reste du monde. Nous voulons construire, avec tous les pays, un système de coopération tel que l'Afrique du Sud libérée devienne elle-même une force de paix, d'amitié et de progrès social présente dans le monde entier. Nous pensons que tous les peuples de notre pays, chacun selon son génie, ont un grand rôle à jouer dans cette ambition universelle. C'est pour nous tous une impérieuse raison de plus pour œuvrer encore à supprimer enfin l'apartheid qui rend impossible ces relations internationales. Monsieur le Président, très chers amis, merci du fond du cœur pour votre accueil si chaleureux. Merci du fond du cœur de nous avoir entendus avec tant de patience et d'attention. Finissons le chemin ensemble. Donnons tous ensemble réalité à l'éclatante vision d'une Afrique du Sud libre de racisme, libre de querelles raciales entre ses peuples. Mon pays ne sera plus une menace pour la paix. Il ne fera plus horreur au monde. Je crois en notre victoire commune. Je vous remercie. « 10 octobre 1993, le prix Nobel. Le comité suédois décerne en 1993 le prix Nobel de la paix à Nelson Mandela et au président sud-africain Frédéric de Klerk pour l'abolition de l'apartheid en juillet 1991. À l'hôtel de ville d'Oslo, Nelson Mandela choisit notamment de rendre hommage à la mémoire de Martin Luther King. Nous sommes ici aujourd'hui pour représenter les millions de personnes qui ont osé se soulever contre un système social
dont l'essence profonde était la guerre, la violence, le racisme, l'oppression, la répression et l'appauvrissement de tout un peuple. Ces innombrables humains, à la fois à l'intérieur et en dehors de l'Afrique du Sud, ont eu la noblesse d'esprit de s'opposer à la tyrannie et à l'injustice sans chercher leur gain personnel. Ils ont compris qu'une blessure faite à un homme est une blessure faite à l'humanité et ont agi ensemble pour défendre la justice et le sens commun de la décence humaine. Notre récompense ne se mesurera que par la paix joyeuse qui triomphera un jour, car l'humanité qui unit les Blancs et les Noirs en une seule et même race nous permettra de vivre un jour tels des enfants du paradis. Ainsi vivrons-nous, car nous aurons créé une société qui reconnaît que tous les hommes naissent égaux et que tous ont le droit à la vie, à la liberté, à la prospérité, aux droits humains et à une bonne gouvernance. Une telle société n'autorisera plus jamais que certains soient faits prisonniers à cause de leurs idées. Qu'il ne soit jamais dit par les générations futures que l'indifférence, le cynisme et l'égoïsme nous ont empêchés d'être à la hauteur des idéaux humanistes. Que chacune de nos aspirations prouve que Martin Luther King avait raison quand il disait que l'humanité ne peut plus être tragiquement liée à la nuit sans étoiles du racisme et de la guerre. Que les efforts de tous prouvent qu'il n'était pas un simple rêveur quand il parlait de la beauté de la véritable fraternité et de la paix, plus précieuse que les diamants, l'argent ou l'or. 10 mai 1994, l'investiture. Le 27 avril 1994, Nelson Mandela est élu à la tête de l'Afrique du Sud avec 62,2% des voix. Nelson Mandela prête serment, devenant le premier président noir de l'Afrique du Sud, après 4 longues et difficiles années de négociations avec la minorité blanche. De l'expérience d'un désastre humain qui a duré beaucoup trop longtemps, doit naître une société dont toute l'humanité sera fière. Nous, le peuple d'Afrique du Sud, nous sentons profondément satisfaits que l'humanité nous ait repris en son sein et que le privilège rare d'être l'hôte des nations du monde sur notre propre terre nous ait été accordé, à nous qui étions hors la loi il n'y a pas si longtemps. Le temps est venu de penser nos blessures, le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent. Le temps de la construction approche. Nous avons enfin accompli notre émancipation politique. Nous nous engageons à libérer tout notre peuple de l'état permanent d'esclavage à la pauvreté, à la privation, à la souffrance, à la discrimination liée au sexe ou à toute autre discrimination. Nous avons réussi à franchir le dernier pas vers la liberté dans des conditions de paix relatives. Nous nous engageons à construire une paix durable, juste et totale. Nous avons triomphé dans notre effort pour insuffler l'espoir dans le cœur de millions de nos concitoyens. Nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains, blancs ou noirs, pourront marcher la tête haute, sans aucune crainte au fond de leur cœur, assurés de leur droit inaliénable à la dignité humaine. Une nation arc-en-ciel, en paix avec elle-même et avec le reste du monde. Le soleil ne se couchera jamais sur une réussite humaine si glorieuse. En mai 1999, Mandela se retire au terme d'un seul mandat. Il est décédé le 5 décembre 2013. Merci à vous.